parce que ça montre vraiment physiquement ça montre des gens qui sont prêts à écraser le monde entier pour y arriver. Dans le film, tu vois véritablement des gens qui poussent d'autres à la mort pour leur carrière, quoi. Vous étiez tellement préoccupé de savoir si vous pouviez ou ne pouviez pas le faire que vous n'êtes pas demandé si c'était intelligent de le faire. C'est est-ce que j'ai la capacité de le faire, est-ce que je peux le faire en premier? Ah bah paf, je le fais en premier. Dimitri Lepage, auteur et comédien belge, cofondateur de sa compagnie Les Chevals de Troie. Dimitri est l'auteur et l'acteur principal de sa pièce Des chèvres en Corrèze. Je crois que la première bataille, le premier moment pour faire avancer les choses, c'est dire aux gens, ouais mais allez, ça cette histoire-là, c'est une histoire, c'est pas l'histoire, c'est une histoire, venez, essayons de raconter les choses d'une autre façon, utilisons d'autres mots et voyons comment ça tourne. Dans ce spectacle, un ermite du fin fond de sa grotte nous raconte pourquoi nous devrions tous envisager d'élever des chèvres en Corrèze. Ce spectacle a remporté le Grand Prix Tournesol du Festival d'Avignon Off 2023, récompensant des spectacles humanistes et engagés. Écrire, ça veut dire recombiner des idées qu'il y avait déjà avant et de les reformuler. Chaque artiste n'est jamais qu'un mixeur de tout ce qui a été dit avant. Aujourd'hui, on parle de la grande bataille entre l'individualisme et le collectivisme, de l'influence des histoires et de l'histoire avec un grand H sur la société, et surtout de la manière dont on les raconte. Forcément, si tu ne te penses pas comme un génie tout-puissant qui est capable de faire sortir de son chapeau des idées totalement neuves et originales qui n'ont jamais été pensées ailleurs, tu seras plus enclin à créer quelque chose qui permet aux gens de se reconnecter et donc de se lier à ce que tu as écrit. Bienvenue sur The Actors Arc, podcast dédié à la créativité. On est de retour avec quelques épisodes pour l'été 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Bonne écoute. Unleash your creativity with The Actors Arc podcast. Du coup, c'est quoi ton rapport à la nature? Comment tu vois la nature? Ouais, c'est très important. Je vis à Bruxelles aujourd'hui, donc forcément c'est une grande ville, mais je dis toujours, il faut toujours que je retourne dans mon patelin pour... c'est con, entendre le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau, c'est des gros clichés, mais c'est la vérité. Quand tu vis dans une grande ville, t'entends plus tout ça, tu vois plus passer les saisons. Et, et je trouve que nous, en tant qu'être humain, par exemple pour la création, la créativité, tout le monde le sait que, au bout d'un moment, si tu veux écrire, c'est mieux d'être enfermé dans un gîte à la campagne que d'être au milieu d'un appartement de 30 mètres carrés au plein centre de Paris, quoi. Ouais. Tout le monde le sait que c'est là qu'il se passe des choses. Je confirme, moi je vis dans un appartement de 30 mètres carrés à Paname et c'est dur parfois. C'est ça. Parfois c'est dur. Moi je vis dans mon 40-50 mètres carrés à Bruxelles, voilà, tu sais qu'à un moment, si t'as pas aussi une connexion avec quelque chose qui te nourrit, le calme, le bruit du vent, c'est des conneries, mais en fait c'est des conneries qui sont vitales. L'être humain il est baigné dedans depuis des millions d'années et on peut pas subitement faire semblant que ça n'existe pas. Sinon on est coupé de nous-mêmes et en étant coupé de toi-même, t'es pas aspiré. Mais tu sais, il y a des gros avantages, je vais pas le nier, qu'il y a des gros avantages à Bruxelles. Si j'ai envie d'aller au cinéma, je peux y aller à n'importe quelle heure et n'importe quand. Vu que le cinéma, c'est un truc hyper important pour moi. Vivre à 15 minutes à pied d'un cinéma dans lequel je peux être quand je veux et qu'il y a des séances de 14h à 21h, c'est vital, quoi. Mais d'un autre côté, aussi, avoir accès au fait d'avoir ma famille qui vit encore dans un petit village où je peux avoir un jardin, des arbres, des oiseaux, je sais pas, moi, tremper ses pieds dans une rivière, des trucs comme ça, c'est super important aussi, quoi. C'est vital. T'as grandi où? Donc, c'est à Theux. Donc pour préciser, c'est à Spa qui est connu parce que y a le circuit de Formule 1 qui se joue là-bas et Spa a donné son nom au fait de faire des spas. Okay. En fait, c'est là où la culture des termes et tout ça a été inventée en Europe à une époque. C'était un des premiers lieux touristiques du monde. C'est le plus vieux casino du monde se trouve là parce que toute la richesse d'Europe venait jouer aux cartes là-bas en buvant de l'eau. Et donc Spa a donné son nom au fait de faire un spa. Et Theux, c'est un village qui est à 5 km de celui-là, 5-6 km. Et donc c'est dans les Ardennes belges, donc c'est vraiment la forêt, la campagne profonde, quoi. Mais c'est super beau. Moi, j'étais parti pendant 8 mois en Asie, faire un voyage comme ça, en sac à dos. Et quand tu es revenu, je me souviens que j'avais été vraiment épaté de me dire, mais en fait, mon pays, il est beau aussi, quoi. Parce que tu vois des cartes postales d'autres mondes et tu te dis, c'est magnifique, mais quand tu es revenu là, je me suis dit, mais c'est collines, c'est vert, des grandes forêts partout. Tu te dis, c'est quand même beau, quoi. On oublie parce qu'on est baigné dedans, mais je pense que c'est assez important de comprendre d'où on vient, de comprendre comment le monde tourne et comprendre d'où on vient. Ça, c'est d'abord comprendre l'histoire telle qu'elle est enseignée. Et puis après, de comprendre l'histoire à un niveau presque supérieur, de comprendre ce que l'histoire a retenu et comment l'histoire nous montre, par exemple. D'abord, tu dois connaître l'histoire des rois de France et tout ça, et puis après, tu dois comprendre que on nous enseignait que l'histoire des rois de France et tout ça, on nous a jamais parlé du peuple, des grands héros du peuple, ou qu'on nous montre toujours le peuple comme une masse débile et alors que les rois sont dans leur château et font des trucs sublimes. Mais en fait, tu vois, tu peux retourner sur ce tu vois. Donc à chaque fois, t'as un niveau plus loin de pousser le truc de comprendre. Ah oui, mais en fait, si on nous a raconté l'histoire comme ça, c'est parce que, et tu vois, et de comprendre encore les enjeux qui jouent là-dedans. Puis de comprendre pourquoi des mots viennent de là, tu sais, pourquoi telle région elle agit comme ça, pourquoi telle culture elle est comme ça, pourquoi il y a tel traumatisme chez tel peuple ou des trucs comme ça. C'est important, quoi. Ça prend du temps, mais de conscientiser tout ça. Mais c'est l'histoire d'une vie, on n'aura jamais fini.
Mais c'est indispensable, c'est Ouais. sûr. Juste avant de partir en voyage, j'avais créé un collectif de théâtre, une compagnie, qui est d'ailleurs toujours la compagnie qui aujourd'hui produit le spectacle des chèvres en Corrèze, avec 2 amis. C'est Jérôme Jacob Paquet qui met en scène le spectacle et qui est comédien, metteur en scène, réalisateur, et Mathieu Laviolette qui est un autre comédien de ma région. Qui s'appelle Les Chevals de Troyes, non? Et qui s'appelle Les Chevals de Troyes. Et donc on avait écrit dans les couloirs de l'université notre premier spectacle, on l'a un peu joué, puis on l'a un peu joué quand je suis revenu, mais il y avait toujours à l'époque cette idée de se dire je vais faire un diplôme plan B, je vais essayer de faire quelque chose, patati patata. Et puis au bout de 2 ans de faire ça, de tourner en rond, c'est là que mon père m'a dit, en voyant que j'allais pas très bien, vas-y, va au cours Florent. Donc ça m'a pris quand même 2 ans entre le moment où je suis revenu de ce voyage, en étant déjà persuadé que c'est ça que je voulais faire, et le moment où vraiment je me suis dit bon allez, là il est temps d'y aller quoi. Il est temps de partir un peu à l'aventure. Ouais, c'est ça. Et ça a été un bon choix parce que j'ai jamais arrêté d'aller mieux depuis. Ouais. De toute façon, en vrai, quand tu fais le bon choix, il y a un côté où tu peux pas revenir en arrière parce que tu sais que c'est le bon choix. Il n'y a aucune raison de revenir en arrière. Tu vois, tu le sais, tu sais que tu sais que t'es sur le bon chemin. Quand t'es vraiment, tu sais, c'est comme un appart, tu sais, quand tu veux acheter un appart et t'en visites 15 000 et que tu finis par te persuader, ah ouais, celui-là, c'est pas trop mal. Mais quand tu vois l'appart qui te convient, t'es sûr, tu vois, tu te dis, ah, c'est celui-là. Ouais. Ben là, c'est pareil, il y a un truc où tu dis, ouais, ça pourrait être pas mal, pourquoi pas. Et puis à un moment, ah, mais oui, c'est ça. Ouais. Et le oui, c'est ça ne trompe pas, tu sais que c'est ça. Et du coup, t'as fait une école? T'es rentré dans une école à... J'ai fait le cours Florent à Bruxelles. Ouais. Il venait d'ouvrir, j'étais dans la 3e promo. Ok, ouais. Et puis après, j'avais envisagé de faire le conservatoire de Paris. Mais donc, comme tout le monde, j'ai fait le concours et j'ai pas eu. Donc là, je me suis retrouvé à un moment dans ma vie où je me suis dit, bon, bah, c'est bon, quoi. Il est temps d'y aller, j'avais fait 3 ans de cours. Et de bosser. De toute façon, il n'y a pas de... Enfin, de toute façon, ce qui est bien avec ce milieu, c'est qu'on s'en fout, en fait. Tu peux commencer quand tu veux. Oui, c'est ça. Là où t'en es. Tu fais... Ce qui est hyper intéressant dans un conservatoire, c'est que tu dis, tu vas faire des réseaux, des contacts, tout ça. Ouais, c'est le but un peu aussi des écoles et de faire des conservatoires, n'importe quelle école. Mais ça veut pas forcément dire que c'est fait pour toi. Enfin, tu vois, pas du tout, ouais. Et du coup, donc l'école, cours Florent, c'est comment ça, les cours Florent? Moi, je dis toujours, c'est comme à Buffet, le cours Florent. Okay. Là maintenant à Bruxelles c'est en train de changer, ils sont en train de faire deux types de cours, donc t'as le cours un peu léger pour ceux qui veulent continuer à faire ça un peu en dilettante, et puis t'as le cours un peu intensif, enfin la branche un peu intensive pour ceux qui veulent vraiment faire ça. Mais à l'époque, il y avait donc 9 heures de cours, donc 3 jours par semaine et 3 heures par semaine. Donc ceux qui arrivaient et qui faisaient leurs 3 heures et qui partaient, ben voilà, ils faisaient leurs 3 heures et puis ils partaient. Ouais. Mais par contre, si t'avais envie de manger, t'avais le buffet à ta disposition, tu pouvais prendre des ateliers en plus, des machins, des bidules, ce qui fait qu'à la fin, je resterais toute la journée dans le cours Florent, que j'étais là de 9h à 18h et que en fait, du coup, il se passait beaucoup de choses, quoi. Ouais. Mais de toute façon, je pense que cette métaphore là du buffet, je pense qu'elle est vraie même dans le métier. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est qui veut à manger, il a à manger. Ouais. Bon, en tout cas, qui veut à manger et qui cherche suffisamment longtemps à manger, parce que c'est dur aussi, c'est une histoire de chance et ça. Bien sûr. Mais oui, au bout d'un moment, d'un moment à un autre, il y a quand même moyen de trouver un truc, je pense. Il y a des choses qui se passent. Si t'attends que ça devienne, tu sais, il y a cette blague à Bruxelles où il y a un quartier qui s'appelle Saint-Gilles, où il y a beaucoup de Français d'ailleurs, de beaucoup de comédiens français qui vivent, où c'est beaucoup de comédiens assis aux terrasses de café qui attendent qu'on les appelle. Et tu sais, c'est un peu le côté comédien Saint-Gilles où j'attends que, tiens, on devrait m'appeler d'une minute à l'autre, ça ne vient pas, forcément. Si tu commences à faire des choses à créer, putain, mais je pense qu'il y a beaucoup de comédiens qui sont comme ça. Ouais. Mais voilà, tant pis. Mais tu sais, ça pour moi, c'est juste une différence de vision sur notre métier. Il y en a des comédiens qui croient qu'ils sont des espèces de petites marionnettes qui attendent d'être utilisées par un réalisateur, et il y en a qui se considèrent comme étant des créateurs, des artistes à part entière. Mais ces écoles-là, c'est une sorte de studio un peu où tu viens pêcher un peu des techniques, des méthodes, et faire des projets qui seront d'école ou quoi. Ouais. Mais c'est comme c'est un endroit où tu payes en fait un endroit pour venir expérimenter, pour venir apprendre la technique, pour venir... C'est un nid, quoi. Ouais. C'est un endroit où subitement tu vas jouer du Shakespeare, du Platonov, un truc comme ça, alors que plus jamais dans le monde réel on te proposera de jouer Shakespeare ou Platonov, ou enfin tu vois, quand même assez peu de chances qu'on propose de jouer Roméo, ou en tout cas au début de ta carrière tu vas plutôt décrocher des seconds rôles, des trucs comme ça. Là tu peux essayer tous les rôles que tu veux, sans avoir peur de te planter parce que t'es là pour essayer, et puis tu vas rencontrer moi la 9/10 des gens, toujours maintenant, professionnellement et amicalement, que je côtoie, c'est des gens qui sont sortis du cours Florent. Mon meilleur pote, j'ai rencontré là-bas. Ma copine était au cours Florent aussi. Enfin, moi, je suis vraiment un petit peu un produit du cours Florent. Donc, en même temps, t'es une des premières générations. Ouais, de là-bas, j'étais une des premières générations, ouais. Mais tu vois, donc, Jérôme, qui est mon metteur en scène, il était au cours Florent avec moi. Voilà, j'ai gardé beaucoup de liens, j'ai un ami, David, là, qui a lancé sa boîte de production à Bruxelles. Je racontais tantôt, voilà, je l'ai rencontré au cours Florent. J'ai rencontré vraiment beaucoup de monde. Et ça, moi, je disais déjà à l'époque, j'en avais conscience que c'était là le moment où il fallait en profiter justement pour faire cette petite famille dont on parlait tantôt. Comme le Shabbat et tout ça, ils ont leur famille. Je savais que c'était là qu'il fallait,
pas que je me disais il faut que je rencontre des gens, hein, mais j'avais conscience Bah, de sûr, profiter du moment, d'être avec des gens qui ont le même objectif, un peu la même vision de vie de moi, de me dire voilà, Ouais. voyons avec qui on a envie de travailler, avec qui on se sent bien. Je pense que c'est un indispensable et je pense que c'est aussi la raison de ces écoles, c'est créer une famille. C'est vital. C'est créer une famille créative. Tout seul, personne n'arrive à rien, je pense. Ouais. Oh, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme on disait, un réal, C'est ça. c'est pas un réal, c'est tout le monde, c'est toute une team gigantesque où chacun fait ses trucs. C'est clair. Et c'est sûr qu'il faut quelqu'un qui a une vision de base, un projet, mais aussi d'être le leader d'un projet, c'est-à-dire que tu engendres le truc, c'est bien, mais aussi participer à le projet d'un pote Ouais, c'est clair. D'ailleurs, c'est ton cas, là, t'es à Avignon, t'as un projet que tu portes complètement, Ouais. avec d'autres gens qui bossent avec toi, et t'as un projet où tu es rentré dans quelque chose qui appartenait à quelqu'un. Et les deux se nourrissent en fait. Yeah. L'art c'est se nourrir les uns les autres. Donc tu vois, il la joue dans Six Amours de la bande de Vincent Mignot, Ouais. de Je suis ton père. Mais un bête truc, c'est que par exemple à la sortie de nos théâtres respectifs, on se conseille au public les spectacles les uns des autres, quoi. Ah ouais. Mais rien que ça, c'est un soutien. En fait, si on a une bande, si on a des gens sur qui on peut compter, qui peuvent s'envoyer l'ascenseur, se donner des infos, se pousser, s'aider, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Si tu veux faire ton truc tout seul, tu vas galérer. Tu vas Et puis il y a tellement plus de plaisir à travailler avec justement toute la compagnie Je suis ton père et de faire des rencontres, d'arriver avec moi avec ma troupe belge et de leur faire rencontrer ces troupes-là, tu sais, de faire des liens inattendus à gauche et à droite. T'as tellement plus de plaisir de faire ça qui potentiellement va créer d'autres C'est ça. projets, d'autres trucs. Tu sais jamais où ça peut aller. L'émulation, l'ébullition, quoi. Alors que si t'es tout seul dans ton coin et que t'arrives à faire tes petits machins. Mais je pense que c'est un truc qu'on n'a pas quand on commence dans ce milieu, comme on a cette vision superficielle au début de tu sais, star. Il faut écraser tout le monde. Ouais. Mais tu sais, tu me parlais tantôt de Fabelmans. La Ouais. même raison que j'ai aimé Fabelmans, parce que ça montre quelqu'un qui essaye mordicus d'y arriver qu'à un cas. J'ai détesté Babylone, parce que ça montre vraiment physiquement ça montre des gens qui sont prêts à écraser le monde entier pour y arriver, on est une star ou on ne l'est pas, tu vois, des histoires à la con comme ça, on peut véritablement, dans le film, tu vois véritablement des gens qui poussent d'autres à la mort pour leur carrière, quoi. Ça, c'est tout ce que je déteste. Ça c'est vraiment le côté de l'art, l'art, de l'industrie que j'aime pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement quand on bouillonne les uns envers les autres, qu'on collabore, qu'on Ouais, c'est partage. ça. Parce que l'humain, la créativité, elle est dans la collaboration. C'est clair. Je te parlais tantôt de Spielberg, qui a marqué son empreinte sur le cinéma, non seulement parce qu'il a fait, mais parce qu'il a 1000 fois bu des cafés ou fait rencontrer des gens qui ont fait des trucs exceptionnels après, et que derrière, dans le fond, il y avait Spielberg qui... Puis la société, c'est une histoire, en fait. Ouais. C'est clair, c'est une histoire gigantesque où tu as plein de milliers, d'infinités d'histoires, et il y en a qui prennent le dessus. Et toi, quand tu grandis là-dedans, tu auras tendance à prendre les histoires qui sont les plus racontées, c'est-à-dire des histoires comme des Elon Musk, des machins. Mais en fait, non, t'as plein d'autres manières de... Ouais, c'est clair. En fait, c'est fou à quel point notre perception de l'environnement, du monde, de qui on est, même de l'identité, c'est lié à l'histoire. C'est que de l'histoire, en fait. C'est l'histoire qu'on se raconte. Tout est histoire. C'est pour ça, raconteur d'histoire, moi, je trouve que c'est central à tout, parce que tu lis. peux faire beaucoup de choses, quoi. Parce que raconteur d'histoire, ça peut être... Moi, j'ai choisi d'être raconteur d'histoire en étant comédien auteur, mais je répète, politicien, c'est aussi un raconteur d'histoire, tu vois, quelque part. Ou un prof, c'est un raconteur d'histoire, ou... Ben ouais. Je te dis, un cuisinier, c'est un raconteur d'histoire, t'as 1000 raconteurs d'histoire, un mec qui va construire des bâtiments d'une façon ou d'une autre, et tu vois, on dit que rien que l'architecture a un impact sur toi, sur ce que tu es. Bien sûr. Si tu vis dans un quartier où tout est moche et tout est laid, forcément... Absolument. Pas étonnant que les gens qui ont beaucoup de pognon préfèrent vivre dans des beaux endroits, et que quand t'as pas trop le choix, tu vis dans des endroits moches, parce que ça impacte aussi. Juste une petite pause pour vous dire que si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous l'écoutez. C'est la meilleure manière de nous soutenir. On y retourne. Pour changer le monde, changer les choses, peut-être qu'il suffit juste de raconter une histoire qui est différente. Ah, mais j'en suis persuadé, moi. Je crois que la première bataille, le premier moment pour faire avancer les choses, c'est dire aux gens, ouais, mais allez, cette histoire-là, c'est une histoire, c'est pas l'histoire, c'est une histoire. Venez, essayons de raconter les choses d'une autre façon, utilisons d'autres mots, et voyons comment ça tourne. Et ouais, moi, je suis persuadé que c'est ça. Si tu commences à raconter subitement l'histoire et les histoires avec plein de gens qui font plein de choses tous ensemble en se serrant la main et en faisant des trucs ensemble, si tu arrêtes de raconter le sport comme un truc de gens qui se tapent les uns les autres, mais un truc de gens qui essayent de se motiver à faire mieux, toujours mieux, tu vois, par exemple. Et tous les coachs qu'il y a derrière, et tous les mecs on voit les pas. coachs de vie, c'est genre tout le bien-être personnel, c'est toute ta faute. C'est tout. Si on commence à dire, maintenant, regardez, c'est tous ensemble qu'on peut être plus heureux. Tu sais, c'est comme, pour l'instant, le sport moi, j'ai jamais compris dans les festivals de cinéma pourquoi on met le truc en compétition. Tu vois, les trucs sont tout le temps en compétition les uns contre les autres. Pourquoi on donne pas juste des prix à 3-4 machins parce qu'on a bien aimé, juste, tu vois, plutôt que de faire des classements et celui-là a gagné, celui-là,
Tu vois, à la sortie je vais beaucoup à des festivals de cinéma en Belgique et on te donne toujours des petits papiers pour mettre des notes de films. Et je les prends jamais. J'ai pas envie d'aller voir des films en me disant, je vais les coter, lequel. J'ai envie d'aller voir des propositions, me dire, elles sont cool, et peut-être d'en voir une qui me fasse dire, c'est un beau coup de cœur. Je vais noter que c'est un beau coup de cœur, mais pourquoi mettre un classement entre eux, tu vois? Alors que le but du jeu serait plutôt d'avoir de l'émulation. Tout le monde qui, oui, ça m'a inspiré, j'ai envie de faire ça aussi. Tac. Mais Je pas crois que c'est comme ça qu'on se s'est, bien sûr. ça. Et le sport, pareil, on pourrait très bien avoir des gens qui se disent allez, tous ensemble, on essaye de faire, tu vois, collectivement, de dépasser ça. Mais là, non, on est dans un rapport de le mec qui va aller le plus loin, il va gagner plus d'argent que les autres. Donc, Ouais, c'est ça. Je pense que la compétition peut avoir du bien. C'est comme tout, hein. Tout a un bon côté, un mauvais côté. Moi, je suis pas sûr. Je crois que ça, c'est encore une histoire qu'on nous raconte. Je crois que si on oubliait complètement la notion de compétition et qu'on la remplaçait par une notion d'émulation, donc vraiment le côté on se pousse tous vers l'avant ensemble, on essaie de se fixer un objectif, tu vois. Là... Ok, donc c'est plutôt c'est qu'on a ce truc-là de vouloir faire mieux. Comment on le définit, c'est compétition, alors qu'en fait on pourrait le définir autrement. Oui, parce que la compétition c'est faire mieux qu'un autre. Ouais. Alors que l'émulation c'est tout un groupe qui se dirait venez, on se fixe ça comme objectif qui est totalement fou et on essaye de voir si on peut y arriver. Alors que là, par exemple, allez, on va prendre le Tour de France. Le but du jeu du Tour de France c'est que le premier soit devant le deuxième. Tu vois, mais si tout le peloton se disait allez, on va essayer de faire le Tour de France en perdant le moins de gens possible, mais en atteignant une vitesse moyenne de nanana et en faisant peut-être qu'il y aura un truc plus où tout le monde serait porteur, tu vois. Ça pourrait changer la phase du truc, tu vois. C'est sûr. Si dans le cinéma on se disait pas il va y avoir un grand prix, mais qu'on se disait tout ça, on va essayer de regarder, de décerner, de mettre en avant ça, le chef-op il a fait un travail merveilleux dans ce film et alors faisons un truc tous ensemble. J'ai l'impression c'est un peu idyllique, mais je crois pas que la compétition soit si utile que ça. Je crois qu'on pourrait vraiment s'en passer complètement, je pense. J'ai l'impression qu'on pourrait se dire, regardez, dans le monde du théâtre, on va se fixer ça comme objectif, c'est fou, et on va essayer d'y arriver tous ensemble parce qu'on quel est le premier. Tu vois, regarde le Covid, où c'est quelle est la première entreprise à développer le vaccin et qui va écraser un peu les autres, puis qui va vendre ça à des pays européens à un prix qu'on ne sait pas trop, qui est nébuleux. Si toute la planète s'était dit, venez, on fait ce truc-là en même temps, on se le fixe, on le fait vite, et puis et tout le monde en bénéficie en même temps, je crois que ça aurait eu une autre gueule. Mais voilà, et ça c'est pas de la compétition, tu vois. Là, il se passe en train de se passer un peu ça, et on sait pas où ça va aller, mais tu sais, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, où le gros problème c'est qu'il y a une compétition qui fait peur, c'est que du coup, ok, on est tous en train de créer un truc de ouf, enfin, tu vois, ces outils qui vont apparemment être incroyables dans où ça va aller. Mais le problème, c'est que tant qu'on est en compétition, ces outils-là, comment on va les utiliser, comment ils vont être utilisés pour se battre l'un et l'autre. Même Elon Musk, qui est complètement fou furieux, qui dit il faudrait qu'on fasse une pause, si même lui le dit, c'est ça. Alors que lui, il est quand même frappé, si même lui le dit, c'est qu'à un moment, il y a un truc. C'est que les gars, il y a un souci. Et le problème, ça c'est un truc de la compétition, c'est de se dire on n'arrête jamais, parce que tant qu'on n'est pas premier, et donc vu que tout le monde joue tout le temps, personne n'est jamais premier, on n'arrête jamais. Alors que l'IA, par exemple, on pourrait dire ok, là, ça nous aide à faire des opérations chirurgicales très précises, c'est très bien. Ok, là, ça nous aide ok, stop, là, c'est le moment, on veut plus aller plus loin, parce que au-delà, ça devient une zone dangereuse. Mais tant qu'on est régi, pas par l'émulation, pas par la conscience collective de faire mieux pour tout le monde, mais par un système de compétition, on va aller jusque... On ira vers les zones dangereuses. Il y a cette phrase dans Jurassic Park, vous étiez tellement préoccupé de savoir si vous pouviez ou ne pouviez pas le faire que vous n'êtes pas demandé si c'était intelligent de le faire. Tu vois, il y a un truc comme ça où Alan dit comme ça. C'est même plus réfléchi. C'est juste ça. C'est est-ce que j'ai la capacité de le faire? Est-ce que je peux le faire en premier? Paf, je le fais en premier. Et puis en fait, non. En fait, c'est la compétition, c'est une expression d'une peur, en fait. Ouais. C'est aussi un rapport de prédation, quoi. Ouais. Mais tant qu'on essaiera de se bouffer les uns les autres, il y aura forcément des perdants. Alors on pourrait se dire, tu sais, par exemple, si l'être humain est arrivé en tant que groupe aussi loin, c'est que les exemples dans la nature de solidarité sont beaucoup plus nombreux au final. Mais ça, c'est de nouveau quelque chose un exemple très qui me plaît beaucoup, c'est si tu regardes un film hollywoodien de catastrophe, ça va systématiquement te montrer des gens qui se poussent pour passer la porte en premier. Alors que les scientifiques ont déjà étudié, et ça c'est déjà vu dans des par exemple, mon village a été inondé il y a 2 ans, ça se vérifie dans ce genre de cas. Le premier réflexe des gens, c'est d'être dans la solidarité et même beaucoup plus fort que ce à quoi s'attendu. Donc les gens s'aident à se relever, les gens vont les uns chez les autres avant les inondations se chercher pour s'empêcher de mourir. Le lendemain ils sont dans les maisons de tout le monde en train de racler l'eau et tout ça. Mais Hollywood te raconte que tout le monde se met sur la gueule. Mais c'est pas vrai en fait. Des premiers réflexes, contrairement à l'histoire qu'ils essayent de nous raconter, c'est qu'on est dans la solidarité. C'est que mais il y a des gens qui ont tendance à vouloir pousser cette légende de la compétition, de la prédation, de tout le monde pour sa gueule. Alors que notre premier réflexe, regarde, des êtres humains, si t'es dans une salle avec beaucoup d'êtres humains, tu bailles. Tu vas compter combien tu t'en fais bailler. C'est parce que dans nos propres cerveaux, il y a des neurones qui sont là pour être connectés aux autres êtres humains. Donc jusqu'à la façon dont on est fait, jusqu'à notre génétique, on est conçu pour être solidaire et pour être à l'écoute les uns des autres. Tu vois, tu parles de génétique et de trucs, de comportements qu'on a, qui sont ancrés au profond, au fond de nous, au fond de nous.
parce que c'est le meilleur comportement à avoir. Mais oui, c'est ça qui est permet la lié survie. à la nature, quoi, qui Ouais, est lié c'est ça. à pourquoi. Enfin, Regarde, nous, on est des espèces de singes sans poils avec des os tout fragiles, on n'a pas de muscles, on est les primates qui ont la plus basse densité on a musculaire, besoin d'un copain. on a des dents ridicules et tout Ou ça. d'une Si copine. on n'est pas entre nous, on se fait défoncer, quoi. C'est sûr. Mais c'est pour ça que l'être Ouais. humain réussit jusqu'à maintenant. Mais la plupart des grands groupes d'animaux, ils réussissent par solidarité, par mais les animaux qu'on admire le plus, les lions, les loups et des trucs comme ça, c'est des animaux qui vivent en groupe, en meute. Alors je dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais dans la nature, il y a beaucoup plus d'exemples où la solidarité, où juste la coordination. Parce que tu sais, il y a plusieurs trucs. Donc nous, on parle souvent de prédation, mais dans la nature, t'as aussi le commensalisme, qui est juste le fait de profiter d'un autre être humain mais sans lui nuire, puis t'as le parasitisme, et nous, curieusement, dans notre société, on met en avant que le parasitisme et la prédation. Alors qu'on pourrait mettre en avant la coopération, le commensalisme, juste le fait de coexister, ou la symbiose aussi, qui a notre forme d'existence. Mais non, on parle de prédation, parasitisme. Parce que quand tu regardes des grosses Ça, fortunes vraiment. de ce monde, c'est du parasitisme, c'est même Parce pas... que ça, en fait, c'est toujours pareil, ça sert, Ouais, ça sert ces c'est gens-là. la pompe Et nette comme de le leur- système de pouvoir, il est basé sur l'argent, enfin, sur l'argent et pas que, hein, mais en partie, comme du coup ces gens-là qui ont l'argent, ils peuvent créer, c'est eux qui décident de quel genre d'histoire on met en avant, Mhm. et à nourrir cette chose-là encore et encore. Alors que potentiellement, je pense que c'est ce que tu viens de dire, tu vois, la coopération, ce genre de choses, ça existe, c'est juste que c'est pas mis pas mis en c'est avant. pas priorité, ouais. Mais Pas une jusqu'à dans priorité. notre système scolaire, regarde, aujourd'hui, on a un système scolaire où on donne des notes à tous les enfants, et qu'il y a des enfants qui vont sortir avec plus ou moins des bonnes notes. Franck Lepage, il a fait des c'est trucs horrible, super ça. là-dessus, qui s'appelle La Culture, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, où il explique justement le système scolaire, la constante macabre, le fait qu'il y a des élèves qui vont, dès le premier jour, se retrouver systématiquement, que en fait, tous les profs vont créer, presque inconsciemment, un système où tu auras un petit peu de bons, une majorité de moyens et un petit peu de mauvais. Mais genre, tu peux te retrouver dans les mauvais, et puis après, c'est terminé, quoi. Tu vas rester dans les mauvais toute ta vie. Parce que le prof t'a été identifié comme mauvais, que ce soit vrai ou pas. Il suffit d'une mauvaise impression, et puis toi-même, tu vas te convaincre que... Mais on pourrait très bien avoir un système scolaire où toute la classe a une cote, et que si toute la classe arrive à résoudre ensemble le problème, en mettant en avant le fait que lui, sa capacité, c'est de savoir communiquer, elle sait très bien faire des calculs, elle sait rassembler les réponses de tout le monde, tu vois, on pourrait avoir des trucs comme ça qui mettent en avant un esprit de groupe, qui nous apprennent à créer des groupes. Mais non, on a un système scolaire où tout le monde est sur sa feuille comme ça, et que le premier de classe va se pavaner avec son 19 sur 20, pendant que le petit dernier va se faire taper sur les doigts et Ça. il va être humilié devant les autres. Mais c'est notre décision de faire des systèmes scolaires J'ai comme ça. décidé d'avoir créé ça. Est-ce bien qu'on sûr. apprendrait moins bien les maths si toute la classe résolvait ensemble un problème complexe que Bien sûr que si non. tout le monde était sur sa feuille en train de galérer? Est-ce qu'on n'aurait même pas plus de plaisir à faire des maths si on apprenait que c'était un truc qui nous permettait ensemble C'est horrible. En vrai, tu vois, j'y repense. C'est des moments horribles que tu passes devant ta copie tout seul. C'est affreux, hein. C'est La horrible. solitude qu'on t'impose. Et dès ce moment-là, alors que t'es tout petit, on te dit c'est que pour ta gueule. Si tu rates, c'est pour ta gueule. Et si tu réussis, c'est juste grâce à toi-même. Mais on pourrait très bien appliquer d'autres modèles de réussite. Moi, par exemple, j'ai fait les scouts en Belgique, qui sont un peu différents que ceux en France. C'est un peu plus babacou. Je crois qu'en Ouais. France, c'est assez Ah, carré. c'est carré. Je connais pas trop le monde scout. Mais là, on nous apprend un peu plus. Évidemment, il y a des gros moments de compétition et de mesurage d'hormones, parce que c'est aussi beaucoup de jeunes garçons qui font des trucs ensemble. Mais il y a des vrais moments en fait, si on s'y met tous ensemble, on peut construire des super gros trucs et faire des trucs incroyables. Ouais. Pendant un camp, tu sais, on construit des pilotis, des machins, et puis on se rend compte que s'il y a 5 personnes qui réfléchissent ensemble à une structure, waouh, on arrive à faire des machins. Si tout le monde faisait sa petite tente de son côté, ce serait ridicule, quoi. Ouais, ça ferait des Et alors, petites ouais, il y tentes en a pour peut-être chacun. un très doué qui ferait une super belle tente, et quoi. Tu vois. Mais en vrai, ça lui sert qu'à lui. Mais Et, voilà. et de toute manière, même s'il se fait une belle tente, s'il est tout seul, en fait, il reste tout Ça seul. le met pas Et en il y aura avant, ça d'autres met en avant problèmes qui vont personne, arriver c'est qu'il ça, ouais. pourra pas régler. Parce qu'il peut-être que lui, il est bon à faire une tente, mais il est peut-être pas bon à faire, tu C'est vois, clair, à aller c'est clair, c'est clair. à faire du feu, par exemple. J'en sais rien, moi, tu vois. Ça passe par se rassembler, par comprendre qu'on est fort ensemble et pas tout seul. D'où le fait que nous, en tant que raconteurs d'histoire, je pense que l'intérêt de notre métier, c'est de distiller ce genre de messages. Et de rassembler. On n'est pas tout seul, Ouais. rassemblons-nous, soyons ensemble, Ouais. faisons des trucs, posons-nous des questions. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas des entités séparées, déconnectées de la planète et de nous-mêmes. Mais on est des espèces de cellules d'un même organisme qui s'appelle l'humanité et qui elle-même habite sur une seule planète qui s'appelle la Terre. Parlons un peu de ta pièce des chèvres en Corée. Parce qu'en fait, en vrai, on a parlé de ta pièce là. En vrai, ouais. Oui, parce qu'elle parle de la société, elle parle de. déplié là, c'est ce qui est contenu à l'intérieur de ma pièce. Ouais. Quoi. Et ça déjà, ouais, ou plutôt commençons à parler de l'écriture. Parce que du coup, t'es un auteur, t'écris. Ouais. C'est toi qui as écrit cette pièce. Ouais, c'est moi qui ai écrit cette pièce. Voilà, je l'ai. En fait, vraiment le tout premier point de départ de l'écriture de cette pièce, c'est une pièce que j'ai vue, pas en vrai, mais sur YouTube, une vidéo de la captation, qui s'appelle Gilbert sur scène. C'est une pièce d'un auteur belge qui s'appelle Ivan Stadt, un auteur et comédien, qui jouait aussi à Avignon, au Girasol, un spectacle qui s'appelle Détour et digression. Ouais. Et quand j'ai vu ce spectacle Gilbert sur scène,
J'ai vraiment ça parle d'un espèce de clown triste. Au début, c'est haha, c'est très drôle. Et puis en fait, plus ça avance, plus tu te rends compte que c'est un personnage profond, mélancolique, en marge de la société, qui arrive pas à trouver sa place, aussi fort qu'il essaye, il arrive jamais à trouver sa place. Et là, quand j'ai vu cette pièce, ça m'a vraiment fait dire, waouh, j'ai envie un jour, moi, d'écrire une pièce avec un personnage aussi fort, aussi beau, de raconter aussi cette forme de solitude et de pas réussir à rentrer justement dans cette histoire qu'on nous impose. Ouais. Et donc ça, c'était vraiment le premier point de départ. Après, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu tous les événements politiques, les catastrophes qu'il y a eu, les attentats, le Covid, les machins. Tout ça qui a nourri une écriture, un truc qui a macéré pendant longtemps dans ma pièce jusqu'au jour où voilà, je l'ai couché sur le papier. Parce que forcément, quand t'écris, tu te nourris des événements, qui t'arrivent, des expériences que tu vis. Et puis des pièces, et surtout des pièces, des trucs que tu lis, tu vois. Pendant le confinement, j'ai lu la Horde du contrevent de Damasio. Ça, c'était un choc littéraire absolu pour moi. C'était science-fiction, ça. Ouais, c'est de la science-fiction, mais bon. Donc je pense que tu peux comprendre aussi comme un conte philosophique, comme il y a un vrai truc de. Enfin, de toute façon, toujours la science-fiction est plus ou moins philosophique, qui raconte des choses sur notre propre monde avant tout. Et là, il y avait vraiment un truc, en plus de lire pendant le confinement, de cette histoire de gens qui essayent d'aller jusqu'au bout du monde pour une raison qui est pas très claire, tu vois, enfin, même eux savent pas très bien pourquoi ils y vont, au fond, ils recherchent, voilà, une espèce de quête d'absolu, d'aller au bout de soi-même, tout ça. Lire ça pendant le confinement, quand t'es comédien, tu te dis, mais en fait, à quoi bon, faire face à tous ces vents et continuer à avancer alors que tu sais même pas ce que tu vas atteindre quand t'as. Ça a été voilà aussi un choc très important. On en parlait tantôt, il y a eu les pièces de Michalik évidemment qui font vibrer Edmond sur la question de la création et tout ça, qui sont donc hyper nourrissantes. Il y a Gilbert sur scène. Puis moi il y a beaucoup les ouvrages de Dickens que j'adore. Aussi chaque fois des personnages très hauts en couleur, à qui il arrive mille choses un peu misérables mais qui finissent par se redresser, et souvent ils se redressent par la force de l'amitié, par la force des rencontres qu'ils font, qui sont incroyables. Et donc tout ça, j'ai envie de j'ai vu aussi Saul de Pixar. Qui est magnifique sur la question du sens de la vie, de ce qu'on en fait, Zootopia. Et les Miyazaki par exemple aussi, j'avais vu le voyage de Chihiro, voilà, tous ces trucs-là. Ce mélange d'art, de création en plus de culture, c'est des choses très... Avec toi aussi, ce que toi tu expérimentes, toi tu vis. Moi, ma vie dans mon petit village, moi, ma passion pour la nature, pour la forêt, tout ça, pour aussi toi, ta propre histoire, j'imagine, avec de ce que tu as vécu, ta famille. Ma propre histoire, Captain Fantastic, ce que j'ai vécu. Tous ces trucs-là qui se nourrissent, qui s'entrechoquent, au bout d'un moment, ça fait un truc où tu racontes ça, quoi. L'écriture, elle est collective, puisqu'en fait, c'est un mélange. Évidemment. Au-delà du fait que tu es seul à écrire les mots, en fait, oui, mais tu as toutes ces idées, c'est un shaker d'un million d'idées. Écrire, ça veut dire recombiner des idées qu'il y avait déjà avant et de les reformuler. Chaque artiste n'est jamais qu'un mixeur de tout ce qui a été dit avant. Mais pareil pour la technologie, c'est pour ça les Steve Jobs qui disent j'ai tout sorti de mon chapeau. Mais non, en fait t'as juste les idées étaient là, t'avais qu'à les prendre et mettre en. Et si ça avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre, parce que l'humanité rendait disponible ces idées-là. Moi je crois au truc là de conscience collective, et à des moments il y a des choses qui existent dans ce, je sais pas comment on appelle ça là, ce monde invisible. C'est comme l'imprimerie qui a été inventée à plein d'endroits. Il y en a un qui se connecte avec, et puis il le crée. Mais si, comme tu dis, ça aurait pu être lui ou lui. Et que c'est passé par lui, c'est tout. C'est juste que maintenant le grand récit dit ça a été lui, ça aurait dû forcément être lui parce que c'est le grand génie. Mais c'est l'imprimerie, on retient à Gutenberg, mais ça a été plus ou moins inventé à plein d'endroits en même temps. Ça. La roue qui nous dit que ça a pas, ou le feu qui nous dit que ça n'a pas été découvert en plein d'endroits en même temps. Tu dis oui, en fait c'est parce qu'à un moment donné l'humanité était dans un état de son développement qui permettait de produire ce genre de pensée, et donc ce genre de penseur. Mais c'était d'abord ce genre de pensée et qui en fait se cristallise chez un homme, mais qui aurait pu se cristalliser chez. Donc c'est d'abord une collectivité, d'abord quelque chose de commun. Les sont là, tu les chopes et ensuite ça passe. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que ça passe par un individu, peut-être. Ou un groupe d'individus. Ou un groupe d'individus. Ouais. En tout cas, parce que dès qu'on passe sur l'aspect physique, forcément, il y a un truc où ça se condense sur quelque chose, que ce soit un groupe ou quelqu'un, et là, ça peut sortir et ensuite se partager à tout le monde. Parce que tu vois, moi, par exemple, ma pièce, c'est moi qui l'ai écrite, mais derrière, c'est Jérôme Jacob Paquet qui la met en scène et qui transforme le truc et qui rajoute son propre shaker là-dedans, et puis hop, ça devient le produit fini parce que il y a eu 2 relecteurs de la pièce, parce qu'il y a eu lui qui a mis en scène, ça, et le produit fini, finalement, il appartient à qui? C'est vrai qu'on a tendance à dire c'est moi parce que je l'ai écrit, tout ça, mais un bête truc, et c'est con, mais pendant que j'ai écrit ma pièce, il y avait des mecs qui fournissaient l'électricité de mon appartement, et d'autres mecs qui étaient dans un champ à récolter les céréales qui m'ont servi à me nourrir.
Donc tu vois, à partir de quel moment, c'est parce que de nouveau, on pense les choses par propriété privée, mais tu vois, Le fait que tu ceux qui m'ont permis de juste- manger et de boire Ouais. pendant que j'étais en train d'écrire Ouais. sont quelque part aussi. Participent à l'écriture de C'est cette ça, pièce. mais oui, mais c'est vrai, mais c'est bête. En tant que société de civilisation, chacun est à son poste pour permettre à tout le monde d'être à son poste. Ouais. Mais donc, tu vas dire, oh non, j'ai fait ça tout seul dans mon coin, faux. Enfin, tu vois, sauf si t'es vraiment dans une forêt et que t'as fait planter toi-même les nourritures que t'écrivais et t'as construit toi-même ta truc en ronde avec des arbres que t'as planté toi-même. Si tu vis dans un appartement à Paris et que t'as écrit à ce moment-là, ben oui, t'es tributaire de toute la société qui a tourné pour te permettre d'être à ce moment-là sur ton ordinateur, En à vie, manger, à boire ta tasse de bien café. sûr. Ça C'est t'oblige toujours de détruire un peu l'ego qu'on a, de se dire Ah ouais. je crée quelque chose, Mais c'est très important. Mon Dieu, je sors ça de mon chapeau et Dieu me l'a fourni sur un plateau. Parce que Ouais. oui, tu vois, déjà par exemple, tous ceux qui croient, qui créent tout seuls et qui croient pas en l'idée de Dieu, tu vois, c'est bizarre parce que si tu crois que l'idée te sort de nulle part et que t'es athée, c'est qu'il y a un truc, à un moment, je m'explique pas d'où vient, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc Ouais, ouais, c'est comme si il te manquait il manque une explication, quoi. Ouais, où Soit tu acceptes qu'il y a une mémoire collective et commune et tu t'appuies dedans, soit tu dis non, ça me sort de mon chapeau, mais alors qu'il t'a donné enfin tu vois, ça Ouais, sort du néant ça vient absolu tout. total. Et c'est juste ça. toi, juste par la magie de. Et la force du Saint-Esprit, tu vois, t'en Ouais. reviens à là. Ben oui, Oui, t'en forcément, reviens à un t'es obligé truc. de convoquer l'idée de Dieu qui t'a soufflé l'idée. Mais c'est pour ça que ça arrangeait bien les rois et les machins, de dire oui, mais c'est Dieu qui m'a mis là, donc fermez-la. Mais sauf si le peuple un jour se disait, mais en fait non, c'est pas le roi qui t'a mis là, c'est nous qui fermons Ah notre ouais. gueule, donc qui te permettons d'être là. Et si on a envie d'arrêter de fermer sa gueule, t'es plus là, ça remet. Ça change la donne. Tu C'est vois. sûr. Donc c'est toujours pareil. C'est fou, on en revient à ce truc-là. Et ce truc-là existe dans la création. Ah ouais. Et je pense que si t'es capable de prendre du recul et de dire, ok, quand je crée quelque chose, c'est pas que moi, même si c'est moi qui écris et ben je pense que ta création, elle va aller elle sera encore meilleure. Je pense que tu auras une capacité encore plus à te connecter Je pense. avec les idées que tu dois raconter à ce moment-là, tu vois. Forcément, si tu te penses pas comme un génie tout puissant qui est capable de faire sortir de son chapeau des idées totalement neuves et originales qui n'ont jamais été pensées ailleurs, bah, tu seras plus enclin à créer quelque chose qui permet aux gens de se reconnecter et donc de se lier à ce que t'as écrit. Et puis j'aime bien aussi cette idée qu'une fois que tu as fini d'écrire et que tu as présenté ton œuvre au public, elle appartient au moins pour moitié au public qui, en la comprenant et en la digérant d'une façon ou d'une autre, va en faire Quelque chose d'autre. C'est Ouais, ça, une grave. chose d'autre. Ouais, eux aussi, ils vont participer à la création finale, ouais, Je sais pas si Jurassic Park, par exemple, si Spielberg serait d'accord avec ma vision de Jurassic Park, mais pourtant c'est la mienne. Et pourtant, et elle existe. Ouais, elle C'est existe, c'est une création en elle-même, elle existe, ouais. C'est un peu ça le problème avec Ridley Scott, par exemple, qui est venu expliquer après Blade Runner, oui, non, en fait, l'explication c'est ça, et il y a des gens qui avaient envie de lui dire, non, ferme-la, Ridley. Une fois que t'as fait ton film, on décide nous-mêmes oui. de comprendre ce qu'on a envie de comprendre. Que tu dises, ma vérité officielle c'est ça, tant mieux, mais c'est ta vérité officielle à toi. Le reste du public a le droit de le comprendre autrement. Et... C'est ce truc-là de ça ne m'appartient plus à partir du Ouais, moment où c'est ça sort. C'est ça. Évidemment, les gens font ce qu'ils veulent. C'est plus à toi en fait. C'est ta création. Bah, Mais t'as pas à décider que si en fait tu voulais dire ça ou tu voulais dire si, bah peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse, mais peu importe. Et c'est pour ça qu'en tant que créateur aussi, en tant qu'artiste, il faut faire très attention à bien dire dans ton œuvre ce que tu as envie de dire dans ton œuvre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent ou qui pensent qu'ils vont dire quelque chose et qui disent autre chose. Je trouve que ça arrive souvent. Par exemple, je reparle de Babylone que j'ai pas du tout aimé, Ouais. qui soi-disant est une déclaration d'amour au cinéma, que moi je trouvais être une déclaration d'amour à Hollywood, et du coup c'est pas du tout la même chose. C'est d'un côté on a une déclaration d'amour à un art qui fait rêver, et de l'autre côté on a une déclaration d'amour à une grosse industrie avec tous les travers que comporte une grosse industrie, qui certes produit des choses qui font rêver, mais aussi fait beaucoup de mal. Donc tu vois, si tu crois dire quelque chose mais tu dis l'autre chose, c'est qu'il y a quelque part dans ta création artistique tu te plantes. Donc ta seule responsabilité en tant qu'auteur par rapport à ton public, c'est d'être sûr de bien dire ce que tu as envie de dire. Après, le public le reçoit comme il veut ce que tu as envie de dire, mais si t'es sûr d'avoir dit ce que t'avais envie de dire, bah ça va. Ouais. Et du coup, ouais, donc cette pièce, elle t'est venue doucement avec ce qui t'est arrivé, ses inspirations. Et enfin, à quel moment t'as fini t'as une version arrêtée? À quel moment tu t'es dit c'est. C'était assez clair. Vraiment, j'ai écrit à chaque fois j'écrivais 10 pages Ouais. et je savais où j'allais. Je savais que la trame c'était l'histoire d'un petit garçon qui vieillit et qu'à un moment t'arrives à l'histoire du vieil homme et puis t'arrives à une conclusion, t'écris fin. Puis après je l'ai fait relire 2-3 fois. J'ai changé le début parce que ayant écrit dans l'ordre chronologique, le début était un peu, on sentait un peu la machine en train de se mettre en marche qui faisait Ouais. pop, 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 et qui disait un peu attention, je vais écrire quelque chose. Donc j'ai retiré ces 3 pages là de attention, je vais écrire quelque chose pour mettre un plus beau début, un peu plus cadré. Tu sais, c'est comme souvent à l'école on disait de
faire tout le texte et puis d'écrire la traduction une fois que t'as fini le texte. Bah, c'est un peu pareil. Ouais. Donc, j'ai réécrit la traduction après. Mais sinon, ouais, c'était assez, j'avançais dans un sens tout à fait chronologique, paf, et puis c'était pas mal. Ça s'est fait assez naturellement. Mais là où c'est plus facile dans la forme que j'ai, qui est une certaine forme de conte, ce serait moins facile par exemple dans une série où t'as besoin de vraiment réfléchir à tous les liens entre les personnages, à ce que chaque personnage sûr. a son histoire bien finie et qu'en même temps l'histoire globale soit bien Bien finie. sûr. Là, ça découlait tout seul, tu vois. Ouais. Bah, déjà, le fait d'avoir un seul personnage, avec d'autres qui interviennent bien sûr, hein, mais principal, et c'est principalement lui qu'on suit, et c'est sûr que ça permet d'être vraiment se focus sur un seul. C'est ça. Et puis vu que c'était une partie de mon récit et de mon histoire, bah je savais où j'allais. Ouais. C'était assez clair, c'était assez tracé, alors que parfois tu dois tout inventer et tu dois faire en sorte que tout reste bien cohérent. Bien sûr. Je pense que ça prend peut-être plus de temps et c'est plus délicat parce que tout doit être cohérent. C'est clair. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de réécriture, beaucoup plus de... Ah mais dans les séries, c'est tu fais des grands tableaux avec Ouais, des ça post-it, prend des des machins, et tonnes un de tel, temps, ouais, ouais. c'est ça. Parce que tu crées subitement, tu crées tout, voilà, hop, Ouais. celui et en fait, ah mais non, ça va pas parce qu'à tel épisode ils t'ont rencontré un tel, parce que tu dois avoir une logique d'épisode à épisode. Et ouais. Et là, subitement, ça travaille titanesque. Bon, Ouais. là, c'était beaucoup plus facile. En Moi, je suis Vogler. très Vogler, je suis très Campbell. Ah ouais. C'est une théorie qui me convient bien. Elle a c'est- sans doute c'est- ses failles, mais C'est le mythe des mille et... ouais, le héros au mille et un Le visages. héros au mille et un visages. Le monomythe. Ouais. Et ça, c'est un truc qui me... Si tu en fais parce qu'après, tu peux en faire un truc complètement inintéressant comme Hollywood ou comme les IA, parce que parfois, tu vois des films qui ont été écrits par des IA qui ont gobé la théorie de Vogler et de Campbell et c'est juste nul. Mais si tu en fais quelque chose... Tu sais, Asti disait, c'est comme un livre de recettes. Au début, tu le suis très précisément, les 12 étapes, et puis à un moment, tu comprends et tu enlèves ça, tu mets un peu plus de ça, voilà. Bah, je trouve que tu fais un vrai travail de créateur quand tu fais ça, comme tu fais un vrai travail de cuisinier quand t'as la recette en tête et que tu te permets de jouer avec la Tu recette. mets ton humanité à l'intérieur. Voilà, quoi. c'est ça. Donc Vogler, Campbell, c'est intéressant quand tu as bien compris les concepts et que tu te permets de jouer avec. Mais ouais, effectivement, moi je suis très dans cette théorie-là, Vogler, Campbell. C'est- Enfin, pas comme ça justement, mais un peu. Oui. Prenons Non, mais c'est que, comprendre d'abord la que structure et tu as puis- cette base-là de comprendre que Ouais. les histoires sont universelles. C'est ça. que tu retrouves ces sortes d'archétypes qui existent dans chaque histoire. Et qui marche bien, et qui de nouveau, tu sais, Lost par exemple est construite sur le modèle Vogler à Ouais, fond la caisse. ouais. À fond la caisse. C'est vrai que dans le bouquin, il prend des exemples, je crois, de... Oui, de ouais, Lost, et le créateur de Lost s'en est jamais caché, et c'est pour ça qu'il y a cette forme de, parce qu'à la base, les histoires, c'est des récits initiatiques qui sont censés nous faire comprendre par quelles étapes on peut passer dans nos vies. Moi, je disais même à une époque, je pouvais dire dans ma vie à quel point de Vogler j'en étais, quoi. Enfin, toujours maintenant, je peux dire plus ou moins, tu vois, j'en suis dans les 12 étapes, j'en suis à plus ou moins à cette étape-là. Parce qu'en fait, on pourrait vivre nos vies. Ouais, à travers. Vocabulairement, ouais. Mais bien sûr, parce que bah, c'est même basé là-dessus, parce qu'en fait, c'est chacun et chacune a son parcours de l'héros. Du héros, ouais. Et que tu pourrais observer dans différents aspects de ta vie ou dans l'arc entier de C'est clair, ta vie entière, ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire aussi ça avec ses personnages, mais en se permettant de jouer avec les codes. Comprendre un code, ça permet de le renverser, de détourner des clichés. Ne pas les comprendre, ça, c'est presque fatalement tomber dedans. Ouais. Comment t'approches toi ton travail d'acteur? On te file un rôle là, on te file un texte, c'est quoi? Ça dépend très fort ça dépend très très fort du type de projet que c'est. Ouais. Et du type de jeu que c'est. Ouais, ça va, tu vois, que ce soit un tournage ou pas un tournage. Il y a des choses qui me demandent beaucoup plus de tiens, comment il est ce personnage et tout ça. Il y a de rentrer dans une espèce de forme de logique de création de personnage, de réfléchir à un vécu, à des choses qui te nourrissent, alors qu'il y a des choses qui me demandent beaucoup plus de spontanéité, d'essayer de jeter des trucs et de voir, ah tiens, ça a l'air de fonctionner, de marcher comme ça et ça dépend vraiment très fort des projets. Puis il y a des projets aussi, c'est juste comprendre d'abord très bien une technique avant de passer à d'autres aspects du jeu. Il y a des projets qui te demandent de maîtriser très fort la technique et l'aspect plus extérieur avant de rentrer dans des phases de laisser aller. Et c'est peut-être un problème qu'on nous reproche beaucoup à nous les comédiens acteurs francophones, c'est qu'on est d'abord très fort dans la tête avant d'être dans le reste du corps, alors que parfois, pour certains projets, c'est plus intéressant, vachement plus intéressant d'être d'abord dans une espèce d'appropriation corporelle et dans les tripes après se poser la seconde couche. Là, par exemple, pour les chèvres en Corrèze, le travail de Jérôme, ça a été on a d'abord fait entendre chaque mot du texte. Puis une fois que chaque mot du texte a été... Enfin, d'abord, on a retiré tout ce que l'auteur avait en tête, c'est-à-dire tout ce que moi j'avais en tête comme petite tonalité, comme petite chanson pour faire le truc. Donc une fois qu'on a retiré ça, ça a été de vraiment dire le texte pour ce qu'il était. Puis une fois que il y a eu ça, c'est de dire le texte en étant le personnage et plus Dimitri Lepage. Donc comment est-ce que corporellement, tu vois, là, ça s'est fait dans ce sens-là. Mais parfois, c'est bien aussi de le faire dans l'autre sens, de trouver un corps et puis de ce corps, s'approprier le texte. Parce que spécifiquement, cette pièce...
c'est beaucoup quand même la poésie du texte. Ouais. Enfin, je trouve que moi, quand je l'ai vu, c'est ça qui est mis en avant. Ouais, c'est ça Et quand tu sors de la pièce, c'est ça que je me rappelle avant tout. C'est la poésie de l'écriture. Ah ouais, Je bah oui, trouve. c'est ça. Là, le travail, c'était évidemment le texte à mettre en avant. Le reste, le soutien la poésie, hein, mais c'est avant tout la poésie. C'est ça. Donc tu vois, ça dépend très fort du projet, en fait. Ouais, du projet. Il y a des projets qui vont te demander d'être Du personnage, avant de tout un l'écriture. corps et un mouvement. Il y a des projets qui vont être d'abord une parole et un texte, et D'abord les soutenus par mots, un corps et un mouvement. Bah, les deux approches sont intéressantes. Ouais, tu vois, et parfois, c'est un mix des deux, juste une balance un peu. C'est ça. T'as la théorie un peu Lecoq et tout ça d'un côté, et t'as la théorie un peu Stanislavski sur le côté. ouais. Bah, parfois, c'est bien d'attaquer par un côté, parfois de l'autre. Parfois, de faire un mélange de ça. Donc toi, t'es assez open sur comment Moi, j'ai pas de chapelle, j'ai pas de... T'as pas un truc genre, oh ça me parle trop, c'est comme ça que je fais, je peux pas faire autrement. Non. J'ai des projets qui sont... Enfin, des projets. T'as vu, on le dit tout le temps, projet. J'ai des œuvres sur lesquelles je travaille qui demandent d'attaquer les choses d'une façon ou d'une autre. Et puis en fonction, bah voilà. Ouais. Et puis après, bah aussi, il y a des metteurs en scène qui veulent attaquer par là, et des metteurs en C'est scène ça, qui c'est veulent que tu dois t'adapter aussi à qui tu bosses. et qui ont un ton, c'est ça, voilà. C'est aussi, et puis tes partenaires aussi vont te donner une impulsion dans un sens ou dans l'autre. Si t'es avec des partenaires très physiques, tu vas forcément tendance à aller dans quelque chose de très physique. Ou à contrario d'aller dans un truc, tu vois, c'est des rapports d'énergie et de comment De ce qui le se groupe passe. fonctionne Donc ensemble. c'est beaucoup dans un rapport d'adaptation Ouais, de à circonstances. circonstances, ouais. En sachant que les différences sont possibles et que de toute façon, il faudra attaquer par un côté ou par un autre. C'était The Actors Arc Podcast. Vous pouvez suivre Dimitri sur tous les réseaux @des chèvres en Corrèze pour rester informé de son actualité, et n'hésitez pas à suivre @The Actors Arc sur tous les réseaux. Merci d'avoir écouté et à très vite pour le prochain épisode.